On est en compagnie de Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. La stratégiste de Day by Day. Les semaines se suivent et se ressemblent. Les marchés américains signent des plus hauts. L'Europe se maintient mais n'arrive toujours pas à dépasser son plus haut annuel. Sauf, je crois, sur le DAX, vous allez nous dire ça. Et la volatilité est toujours aussi basse. Bah oui, bah vous avez tout dit. Hein. Enfin, on pourrait parler un petit peu d'autres marchés parce qu'il y a des choses qui essayent de changer un peu sur d'autres marchés. Mais enfin, c'est vrai qu'on a des indices américains qui sont particulièrement robustes, toujours, qui donnent pour le moment aucun signe de faiblesse qu'on puisse rapporter. Et en Europe, à part le DAX qui a réussi à rejoindre de nouveaux sommets historiques, mais bon, c'est vraiment l'épaisseur du trait, hein, c'est pas très très fort. On a des indices européens qui sont tous sous leur sommet encore et extrêmement surachetés. C'est très tendu parce qu'en fait la reprise que l'on a eue depuis la fin du mois d'août, depuis début septembre, elle s'est faite en ligne droite. On a eu une consolidation qu'on appelle une consolidation haussière, à peu près en milieu de mouvement. Donc c'est quelque chose où le mouvement s'est ralenti. On a vu les indicateurs techniques se dégonfler, mais on n'a pas franchement baissé. Voilà. Donc on a bien entendu des niveaux de surachat qui sont assez importants. Est-ce que ça peut durer de toute façon ces niveaux de surachat? Enfin, c'est pas parce qu'on est cher que ça va se dégonfler d'un coup. Tout ça c'est des stats. Donc dans un certain nombre de cas, quand on atteint un certain niveau sur les indicateurs, eh bien on a tendance à avoir un marché qui ralentit, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Donc il y a des situations exceptionnelles au cours desquelles le surachat peut perdurer. On est tout à fait d'accord. Donc c'est une possibilité. Bon, on est quand même en surachat sous les sommets annuels. Donc il faut plutôt se dire qu'il y a un moment où on va devoir au moins rester à plat, voire consolider à nouveau. La consolidation la plus classique, c'est de revenir au milieu du range. Voilà. Ça c'est la solution la plus raisonnable qu'il faut envisager. Maintenant, bien sûr, on peut se retrouver dans un cas exceptionnel dans lequel on arriverait à franchir les sommets, à continuer à accélérer à la hausse. Bon, voilà, c'est plus rare. On essaye de trouver effectivement des catalyseurs, des choses qui pourraient faire un peu décaler le marché. Il semblerait que les événements géopolitiques non plus courts, bon la Corée on n'en parle plus, même la Catalogne qui a quand même un peu inquiété les marchés, on a quand même cette déclaration peut-être d'indépendance ce soir, aux alentours de 18 h, a fait trembler un petit peu les taux en Espagne, mais pas tant que ça, et ça s'est détendu à nouveau ces derniers jours. Oui, les marchés actions sont très insensibles aux nouvelles. Alors bien sûr, c'est lié à cette volatilité qui est très basse. Ça a tendance à endormir. Alors, de la poule et de l'œuf, est-ce que c'est parce que la volatilité est basse que les opérateurs s'endorment ou c'est parce qu'ils sont endormis que la volatilité est basse? En tout cas, c'est vrai que dans ce type de situation où la volatilité est très basse, ce que l'on sait, c'est que la poursuite de la hausse se fait à un rythme d'escargot et en fait quand on baisse, c'est là qu'on reprend beaucoup de volatilité parce que le changement de rythme est d'autant plus important que la volatilité a été basse précédemment. On sait que les marchés aussi naissent dans le pessimisme, grandissent et meurent dans l'euphorie. Bon, il y a d'autres étapes intermédiaires. Est-ce qu'on est dans cette phase euphorique, vous qui êtes spécialiste justement du marché, enfin, du comportement des marchés? Elle n'est pas super marquée, ça dépend un petit peu des indicateurs. On a une volatilité qui est extrêmement basse, ça c'est pas un bon signe, mais sur la volatilité, oui, on peut se dire qu'on a atteint un certain niveau d'euphorie et que les market makers commencent de leur côté à se méfier un petit peu. Mais sur les quantités d'options d'achat traitées par rapport aux quantités d'options de vente qui normalement sont une vérification de est-ce que les gens quand ils achètent de la volatilité ou quand ils la vendent, est-ce qu'ils achètent des options d'achat, est-ce qu'ils achètent des options de vente, donc quel type d'anticipation ont-ils vraiment sur le marché? On est à des niveaux qui sont élevés par rapport à 2017 mais pas
exceptionnel par rapport à l'histoire longue. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'apporter un jugement précis sur cette mesure, parce qu'on n'est pas dans un cas parfait. De toute façon, ça n'est jamais le cas, hein, c'est toujours relatif. Mais ce qui laisse plutôt penser qu'en tout cas, à court terme, il faut être vigilant. Et à moyen terme, on ne sait pas trop, parce que effectivement, à moyen terme, si on se place dans l'historique très long terme des périodes d'euphorie, on n'est pas dans une période d'euphorie sur le marché américain. Bon, pas de période d'euphorie pour l'instant. En tout cas, vous étiez plutôt méfiante à la rentrée. Vous avez dit qu'il fallait peut-être revoir le logiciel pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut espérer là si on est sur le marché? C'est vrai que c'est compliqué. Ceux qui ne sont pas, c'est peut-être un peu tard. Ceux qui y sont se disent, tiens, si on rentre dans des mois plus compliqués, c'est peut-être le moment de prendre ses bénéfices. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regardent, qui se posent les mêmes questions? Déjà, en fait, le marché européen n'est pas intéressant. C'est toujours le marché américain qui surperforme. Ça n'est pas le marché européen. On a beau dire que les valorisations sont plus attrayantes. Bon, c'est pas du tout ma spécialité, hein, comme vous le savez, mais enfin, c'est ce qu'on entend régulièrement dire. On entend aussi dire que le marché européen est sous-valorisé par rapport au marché américain si on prend en compte les valorisations des valeurs technologiques. Parce que bien entendu, dans les marchés américains, on a un compartiment technologique qui est beaucoup plus fourni et sur lesquels les valorisations sont très élevées. En Europe, on a très peu de valeurs technologiques. Celles qu'on a, c'est plutôt des petites capes, sauf quelques grosses comme SAP, mais c'est pas des start-up, c'est pas des valeurs de l'internet, c'est des sociétés de services c'est quand même des business models qui sont beaucoup plus anciens. Donc si on prend le cœur du marché, donc tout ce qui est consommation, cyclique ou non, industrie, et puis secteur financier. Donc sur ces compartiments-là, l'écart de valorisation entre l'Europe et les États-Unis disparaît en grande partie. Finalement, ce sont les valeurs techno aux États-Unis qui rendent le marché très cher et qui tirent la cote. Voilà, effectivement. Donc il y a une rationalité dans cette surperformance en fait des marchés américains. Alors, mais ce qui est quand même perturbant, c'est que on a beau entendre ce discours, eh bien, le marché européen ne surperforme pas depuis le mois d'avril-mai. On a eu une surperformance avant les élections françaises, mais depuis, on a même une très légère sous-performance. Si on tient compte des effets devises. Et il faut en tenir compte parce que on est dans un univers qui est un univers international où les gens font de l'allocation d'actifs, les professionnels réfléchissent en se disant où est-ce que je place mon argent, et une fois que j'ai décidé si je le mettais aux États-Unis ou en Europe, dans quel secteur, dans quelle région, etc. Donc l'Europe n'est pas particulièrement intéressante et ça tombe bien parce qu'elle est toujours sous les résistances. Donc s'il faut absolument investir, il vaut mieux investir sur les marchés américains qui sont beaucoup plus hauts, mais sur lesquels on voit bien qu'il y a toujours du potentiel. Enfin, je veux dire, c'est le marché sur lequel, un, on baissera le moins si on baisse, et deux, on se remettra le plus vite si on baisse. Donc c'est là que la tendance aussi la plus forte en ce moment, si on regarde effectivement. Oui, absolument. Trend, mais bien sûr que le réflexe des gens, c'est de se dire oui, mais si on a beaucoup monté, on peut beaucoup baisser. Mais c'est pas la réalité des choses. Les indices qui montent le plus, un, ne sont pas forcément ceux qui baissent le plus, et surtout, après la baisse, ce sont ceux qui se remettent le plus vite à monter. Donc, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit tiens, le marché a beaucoup monté. D'ailleurs, finalement, quand on est au plus haut historique, ça veut dire que tous ceux qui sont rentrés sur le marché, même la semaine dernière, ils sont en train de gagner de l'argent. Absolument. Du coup, ils ont pour l'instant, eux, pour le coup, tout le monde. Ils n'ont aucun intérêt à vendre. C'est pour ça que, en fait, ça même baisse moins vite. Celui qui rentre avant-hier, il gagne de l'argent, pratiquement. Oui, avant-hier, c'est un peu juste, ça dépend à quelle heure de la journée. Mais oui, dans l'idée, c'est ça. Alors que l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais c'est parce que quand on raisonne froidement, on raisonne avec des principes qu'on appelle financièrement rationnels. C'est-à-dire qu'on est censé aller acheter ce qui est peu cher et vendre ce qui est très cher. En fait, quand on prend la décision d'achat et de vente, on est beaucoup plus dans l'émotion et on achète ce qui a monté et que l'on n'a pas.
Et en revanche, on a plutôt tendance à vendre ce qui rapporte rien, quoi. Voilà, parce que on a acheté un truc, ça a baissé, ça rapporte rien, on n'en rachète pas hein, déjà. Et puis on a même plutôt à un moment donné, ça fait mal, quoi, cette perte. Et donc on a plutôt tendance, on veut s'en débarrasser. Voilà. Donc alors que c'est peut-être le moment où ça pourrait redémarrer. Ou pas. Bon. Ça, la persistance des tendances, elle marche à la hausse comme à la baisse. Donc, sur les quelques valeurs américaines qui sont en tendance baissière, elles ne se reprennent pas. Hein. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ok, donc vous dites de manière assez contre-intuitive, pour l'instant, l'Europe n'est pas particulièrement intéressante. Ça, on retient. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gérants qui nous disent justement, comme l'année dernière, comme il y a des ans, non, mais chaque année, ils nous disent c'est l'Europe, ça va être le grand gagnant, il va y avoir un fameux rattrapage. Et pour l'instant, il n'y est pas. En plus, même pas retraité de l'effet de change. Hein. Donc c'est assez dissonant. Bon. Quand on ne retraite pas de l'effet de change, c'est un petit peu mieux quand même. Mais quand on retraite de l'effet de change, effectivement, il vaut mieux être aux États-Unis. Ah bah voilà, on bat en brèche les idées reçues ce matin avec Valérie Gastaldi. Donc l'Europe pas particulièrement intéressante, il faut peut-être mieux se tourner vers les États-Unis. On verra ça. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Dans un instant, à la suite du programme.